Le monde tel qu'on le connaît au début du XVe siècle est un monde étriqué, issu des représentations de l'Antiquité. Ce monde s'organise autour de mers intérieures comme la Méditerranée, qu'on connaît et qu'on sillonne depuis plus d'un millénaire. Sur la carte d'Ulm, en 1482, on distingue des contours assez précis de l'Europe, la péninsule ibérique, la France, la botte italienne et les côtes d'Europe du Nord. L'Afrique du Nord est assez bien cartographiée, on remarque que le reste de ce continent est imaginé se prolongeant vers l'est pour englober une mer intérieure avec l'Asie, sur le modèle de ce qu'on connaît déjà, la Méditerranée. Les contours de l'Asie sont plus hésitants et imprécis. La péninsule arabique est bien représentée, mais pour le reste, ça reste très approximatif, et pour cause. On connaît ce continent, mais par les routes terrestres des caravanes de commerçants, comme celle de Marco Polo vers 1250, même si cet individu est sans doute un personnage fictif construit à partir des récits de plusieurs voyageurs. On remarque aussi sur cette carte, plus rien. Le monde connu par les Occidentaux reste très limité. Si on prend maintenant la carte de Domingo Teixeira, qui a été faite moins d'un siècle plus tard, la représentation du monde a bien évolué. Les contours de l'Europe se sont affinés, ce qui démontre les progrès faits par les cartographes qui ont inventé des techniques de projection. Ces groupes d'experts géographes forment des écoles techniques telles que Majorque ou Saint-Dié. Ils deviendront des spécialistes très convoités par les souverains qui n'hésitent pas à les débaucher. L'Afrique a pris la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, et les contours de l'Asie s'affinent, laissant même apparaître la péninsule indienne. Au cours du XVe siècle, les Portugais se sont lancés à la conquête de nouvelles routes commerciales vers l'Est. Lisbonne devient un grand port de commerce. On peut toutefois se demander pourquoi les Européens ne se sont pas lancés avant sur les océans. En fait, il a fallu attendre de disposer d'outils suffisamment performants pour se lancer sur les mers. Il faut déjà mettre au point des navires maniables, stables et à fond assez plat pour pouvoir suivre les côtes africaines. Il faut pouvoir s'orienter. Pour cela, on utilisera la boussole qui reviendra de Chine parmi les caravanes de marchands, le compas qui viendra d'Arabie pour mesurer la longitude et surtout, comme nous l'avons déjà évoqué, il faudra faire des progrès en cartographie et en connaissance des courants marins. On peut aussi se demander pourquoi ne pas passer par les terres pour explorer l'Afrique et l'Asie. En fait, l'exploration terrestre serait bien plus longue, mais surtout, depuis le XIe siècle et depuis la chute de Constantinople en 1453, une nouvelle civilisation s'est installée à l'est de l'Europe et en Afrique du Nord, barrant ainsi les routes commerciales terrestres. Le portugais Bartolomeu Dias va ainsi, en 1487, atteindre le cap de Bonne-Espérance. Un autre portugais, Vasco de Gama, franchira ce cap et ouvrira la route maritime des Indes en 1498. En 1519, l'expédition de notre portugais, Ferdinand de Magellan, bouclera même un tour du monde, mais pour le compte du rival espagnol. Seule une partie de son équipage rentrera, lui sera tué dans un archipel aux Philippines. Mais si on revient sur la carte de Domingo Teixeira, on s'aperçoit qu'une autre route maritime a été ouverte en 1492 en mettant le cap à l'ouest. Un supposé génois, Christophe Colomb, convainc la reine d'Espagne, Isabelle de Castille, de financer une expédition vers les Indes sans avoir à contourner l'Afrique. L'idée était bonne, mais Colomb s'est gravement trompé sur le calcul de la circonférence du globe, alors que dès l'Antiquité, on connaissait cette mesure avec une étonnante précision. Après de nombreux jours de mer, le navigateur finit par poser les pieds dans les Caraïbes, en étant persuadé d'être dans l'archipel indonésien. En fait, ce n'est qu'avec son troisième voyage en 1498 qu'il posera le pied sur le continent américain. La découverte de ce nouveau continent ouvre de nouvelles opportunités pour les Européens. Dès son premier voyage, Christophe Colomb en fait part à la reine d'Espagne. Je vous écris Seigneur, sachant le grand plaisir que vous aurez en apprenant que notre Seigneur a donné une issue triomphante à mon voyage. Apprenez donc qu'en 33 jours je suis arrivé aux Indes avec l'armada que me donnèrent mes illustres seigneurs, le roi et la reine. J'y ai trouvé de nombreuses îles dont j'ai pris possession au nom de leurs altesses par proclamation et en faisant déployer l'étendard royal, et j'ai rencontré aucune opposition. La première île que j'ai découverte, je l'ai appelée San Salvador en l'honneur de la divine majesté qui m'a donné tout cela par miracle. Les gens de toutes ces îles que j'ai vues vivent tout nus, aussi bien les hommes que les femmes. Ils n'ont aucune secte ni idolâtre, ils croient seulement que la puissance et le bien résident dans le ciel, et ils croyaient que moi et mes gens venions du ciel avec nos navires. Je peux assurer leurs altesses que je leur donnerai autant d'or que cela sera nécessaire, ainsi que des épices et du coton, également des esclaves que l'on pourra prendre parmi les idolâtres. Ainsi donc, notre Rédempteur a fait triompher nos illustres rois et reines et leurs royaumes fameux, ce dont toute la chrétienté doit être dans l'allégresse. Mais la principale richesse sera la main-d'œuvre. Des voix s'élèvent, comme celle du prêtre dominicain Bartolomé de las Casas, contre l'exploitation des êtres humains. Il s'oppose violemment à un autre homme d'église, Juan Jiménez de Sepultura, qui ne voit rien à redire à ces pratiques. L'église va trancher lors de la conférence de Valladolid en 1550. Ma décision est prise. Comme je l'ai dit, elle sera confirmée par sa sainteté et par l'Église tout entière. Les habitants des terres nouvelles, qu'on appelle les Indes, sont bien nés d'Adam et d'Ève comme nous.
Ils jouissent, comme nous, d'un esprit et d'une âme immortelle. Ils ont été rachetés par le sang du Christ. Ils sont par conséquent notre prochain. Ils doivent être traités avec la plus grande humanité et justice, car ils sont des hommes véritables. Cette décision sera rendue publique et proclamée dans toutes les églises de l'Ancien et du Nouveau Monde. Elle va décréter que les Amérindiens sont dotés de raison et doivent donc être considérés comme les enfants de Dieu. Impossible donc de les réduire strictement en esclavage. Qu'à cela ne tienne, on fera donc venir des êtres humains qui n'ont pas obtenu le même jugement de l'Église. C'est ainsi que progressivement le commerce triangulaire va se mettre en place. Le sort des Amérindiens n'en sera pas moins catastrophique. Mauvais traitement, exploitation, privation des terres, mais aussi l'alcool de distillation et surtout les maladies vont entièrement anéantir certains peuples. Peut-on alors parler de génocide? Si certains peuples ont bien disparu à cause des Européens, cela n'a pas été planifié. La notion de génocide, qui ne sera élaborée qu'au XXe siècle, n'est donc pas opportune. La colonisation va crisper les relations entre certains États européens comme l'Espagne et le Portugal. Le traité de Tordesillas va partager le monde entre les deux nations d'inventeurs. Les territoires à l'est de cette ligne resteront propriété du Portugal et les nouveaux territoires à l'est reviendront à l'Espagne. Mais coup de bol, ou bonne stratégie, en 1500 le portugais Cabral va découvrir un rivage juste à l'ouest de cette ligne et permettra à son pays d'implanter en Amérique du Sud ce qui deviendra le Brésil. Si les conséquences seront terribles pour les populations locales, les répercussions des grandes découvertes seront aussi gigantesques pour les Européens. Le monde est plus vaste qu'on ne se l'imaginait, toutes ces nouvelles choses vont remettre en doute les certitudes et changer la façon de penser. Et le continent va s'enrichir, énormément s'enrichir, c'est le début de la Renaissance. Plus tard, les Britanniques et les Français vont se lancer à la conquête de nouveaux mondes. Le Français Jacques Cartier va débarquer et s'établir dans l'actuel Canada, une présence française qui s'étendra sur toute la partie centrale de l'Amérique du Nord. Le XVIIIe siècle deviendra celui des grands explorateurs anglais et français. Les deux géants du Pacifique furent James Cook, qui accomplit 3 voyages dans le Pacifique pour cartographier, trouver l'Antarctique et de nouvelles voies. Le second grand explorateur fut Lapérouse, chargé par le roi Louis XVI, épris des choses de la mer, d'aller faire du négoce et combler les blancs laissés par James Cook. Ce sont maintenant plusieurs vagues de conquête et de colonisation qui vont se succéder autour de notre planète.